Jean Tardy, bonsoir. Bonsoir, Jean-François. Jean, la guerre en Ukraine a révélé que les gros armements dispendieux opérés par les humains tels qu'on les connaît, comme par exemple les navires, les chars, les avions, les tanks, sont très vulnérables face aux attaques de drones. J'ai préparé pour vous une petite vidéo qu'on regarde à l'instant, puis on commente tout ça par la suite ensemble. D'accord. Jamais la guerre n'avait été filmée d'aussi près. Des destructions de chars et des cibles bombardées sous nos yeux. Le champ de bataille en temps réel. Toutes ces images, très largement diffusées, sont captées par des drones. Des engins guidés à distance qui ne se contentent pas de filmer la guerre, ils la font. Le même terme désigne une multitude d'appareils, des modèles militaires concentrés de technologies à plusieurs millions d'euros, des drones commerciaux grand public reconvertis en armes de guerre, jusqu'aux prototypes faits maison. L'Ukraine en a fait un symbole de sa résistance à l'armée russe. Mais quel est le réel impact des drones sur ce conflit? Sont-ils en train de révolutionner l'art de la guerre? C'est assez impressionnant quand on regarde ça. On est rendu là technologiquement. Puis les drones, c'est pas juste des drones aériens. On a également, je ne sais pas si on peut le voir à l'image, on a des drones qui sont des tanks, qui sont justement là sur téléguidés. Puis on a évidemment des avions. Jean, pouvez-vous nous expliquer comment la technologie de drone a évolué au point tel de rendre les navires, les chars, les tanks, les avions vulnérables à leurs attaques? Et comment cela nous pousse-t-il vers le développement de robots plus autonomes et peut-être même des robots conscients? Ce qui est arrivé, Jean-François, pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça ressemble un petit peu à ce qui est arrivé lors de la Première Grande Guerre. Si on regarde les images historiques et les textes historiques, les gens pensaient que les avions à cette époque-là étaient à peine utiles pour peut-être faire de la reconnaissance. Et c'est pendant la Première Grande Guerre qu'on a découvert tout à coup le potentiel extrêmement utile en termes d'armement de l'aviation. Puis là, c'est à peu près la même chose qui est en train d'arriver. Les gens, d'un coup sec, tout à coup, se sont rendus compte que des automates, essentiellement des robots, qu'on envoyait et qui étaient contrôlés, étaient capables de faire des dégâts très ciblés et très efficaces. Tu as montré l'avion, puis ça, c'est l'avion collaborative, un outil, puis ça, ce sont des choses qui commencent à être divulguées, commencent à être fabriquées. Puis il y en a un autre aussi. Il y a des petits bateaux téléguidés qui coûtent à peu près 250 000, puis qui ont détruit à 5 ou 6 des navires de guerre russes. Wow. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, des outils essentiellement qui ont une certaine intelligence sont capables de détruire des systèmes qui coûtent énormément plus cher. Et ça va changer, en effet, ça va changer la guerre et ça stimule le développement, la recherche présentement. Ouais. Jean, compte tenu, par exemple, des moyens croissants pour contrer le contrôle des drones à distance, parce que à chaque fois qu'on développe une technologie, évidemment, on essaie de développer une contre-technologie pour la contrecarrer. Selon vous, quelle serait la suite logique aux drones, puis pourquoi? Tu sais, moi, comme j'ai deux aspects. Je suis un être humain d'une part, Ah puis je oui. suis aussi un informaticien de l'autre. Euh, Et et vous avez euh, été aussi dans les Marines, lieutenant, j'ai pris ça en note, lieutenant la marine, commandant. la marine, La marine, c'est la ça. marine, ouais, ouais, pas les Marines, la Oh, marine. bon, c'est bon. Alors, euh, euh, c'est bête à dire, là, mais la guerre, c'est un environnement idéal pour favoriser la recherche en intelligence artificielle et en robotique. Mhm. Ça me fait de la peine de dire ça. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mortes, mais c'est parfait pour cet aspect-là parce que l'ennemi est extrêmement motivé à couper le lien Mhm. entre le véhicule et son système cognitif. Ouais. Présentement, ce qu'on appelle des drones, ce sont des petits robots, mais qui sont contrôlés de façon externe. Mhm.
c'est comme si tu envoyais un soldat à la guerre, tu dirais, c'est pas de problème, on va te couper la tête, tu vas la garder ici en sécurité, puis on va t'envoyer faire la guerre, puis après ça, tu reviendras. C'est un peu ça, le drone. C'est le machin ou l'équipement s'en va faire la guerre et son cerveau reste en arrière. Mhm, Mais l'ennemi, évidemment, quand tu as une séparation comme ça, va vouloir couper le lien. mhm. Et c'est ça qui favorise très fortement le développement de systèmes cognitifs très avancés à l'intérieur du drone, Ouais, c'est-à-dire à une distance zéro du drone. ouais. Jean, Et Jean, c'est est-ce que, excellent. est-ce que les guerres Ukraine-Russie ou Israël-Hamas et ou, par exemple, toutes les autres guerres sont devenues, par exemple, des prétextes pour tester ce genre de nouvelles technologies, et ce, malgré les victimes qu'elles engendrent, puis pourquoi? Euh, Peut-être les petites guerres coloniales sont plus ou moins utilisées de ce côté-là. Ouais. Je ne pense pas que le conflit entre l'Ukraine et la Russie est utilisé en fonction de développer des armements. C'est une conséquence, si tu veux, un facteur de motivation pour développer des nouveaux armements. Mhm, Mais il s'agissait d'enjeux stratégiques. Pour moi, ce qui me concerne, la destruction de la Russie essentiellement pour établir un nouvel ordre mondial homogène. mhm, Mais alors, dans ce cas-ci, puis c'est ce qu'on voit, je pense, dans la plupart historiquement, la guerre est un facteur de développement, motive un développement qui n'a plus aucune restriction éthique mhm. pour des technologies avancées. Alors, c'est plutôt ça, c'est un facteur de motivation, ce qui me concerne. Oui, je comprends bien. Comment les avancées, Jean, vers des drones et robots militaires hyper autonomes changent-elles les règles d'engagement sur le champ de bataille? Ah, c'est tout un monde, là. Hein? Euh, des règles d'engagement autonome, ce que ça signifie techniquement, là, c'est un défi extraordinaire, puis il va y avoir énormément de ressources investies là-dedans. Là. Il s'agit de donner au drone la capacité d'évaluer son environnement, Mhm, un environnement chaotique. Alors, ce n'est pas comme un environnement manufacturier, c'est un environnement chaotique. De l'évaluer dans le contexte de sa survie personnelle, mais aussi dans un contexte collaboratif et en fonction d'une mission. Alors, c'est très complexe, mhm, très ciblé. Et la motivation, c'est simplement ceci, c'est que on veut, plus on donne de capacité au drone qui mhm. est manufacturé, plus ça va être efficace et moins les liens de communication vont être nécessaires. Ouais. Dites-moi, Jean, parce qu'on parle de nouvelles technologies, mais quelles mesures sont prises en considération dans ces technologies afin de respecter les lois internationales et principes éthiques? Est-ce qu'on prend ça en considération, d'une part? Pour être franc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de principes éthiques qui sont en considération présentement. Ouais. Là. C'est une guerre extrêmement dure, ça. On utilise des bombes à fragmentation, des choses comme ça. Ouais. Euh, sur le plan de la recherche, évidemment, c'est quelque chose de favorable parce que la motivation est totale et sans restriction. Mhm. Alors, c'est un problème très complexe sur le plan informatique, là. Euh, euh, développer des agents hyper autonomes. C'est très complexe. Ouais. Mais la motivation est là, il n'est pas handicapé, si on veut, ou arrêté ou Mhm. diminué par des considérations éthiques. Mhm. Idéalement, en dehors d'un contexte de conflit armé, il va y avoir des considérations éthiques. Mais en ce qui me concerne présentement, la motivation fondamentale, c'est de développer des outils qui vont efficacement aller détruire l'ennemi. Oui, tout à fait. Jean, vous avez parlé de motivation un petit peu plus tôt, mais les avantages, si on va à une étape un peu plus loin, c'est quoi les avantages et motivations derrière le développement des robots sans restriction éthique ou sociale? Euh, dans un contexte de conflit, évidemment, un conflit militaire, c'est un engagement où les restrictions éthiques sont très limitées. Ouais. Euh, Présentement, il y a quand même des restrictions. D'abord, ils n'utilisent pas des bombes atomiques, hein, pour commencer. Et puis, certaines autres restrictions. Ça permet aussi, l'intelligence artificielle, de cibler l'ennemi de façon plus précise et de diminuer les images qu'on appelle collatéraux. Ouais. Alors ça, c'est une motivation de ce côté-là. Et puis,
Mais à la fin, la motivation qui est générée par ce conflit-là, c'est une motivation qui vise à résoudre, solutionner le problème Hmm. de comment opérer un robot de façon autonome dans un environnement chaotique. Ouais. Et c'est une motivation qui n'a pas beaucoup de limites là, Oui, c'est sûr. éthiques, là, C'est sûr. dans le sens de qu'est-ce que ça va donner plus tard ou quoi que ce soit. Puis en fait d'avantages, j'imagine il doit y en avoir une liste d'avantages d'utiliser cette technologie-là, ne serait-ce que d'épargner la vie de nos opérants. Ben, idéalement, oui. Ce qu'on découvre avec la guerre d'Ukraine encore, et peut-être à Mars aussi, c'est que la guerre, c'est dangereux. Hmm. Et puis, les humains, finalement, sur un plan informatique, c'est des grosses choses molles et chaudes qui sont faciles à détruire et si on peut les remplacer par d'autres choses, par des systèmes qui n'ont pas d'intérêt à survivre, puis qui n'ont pas d'impact politique, Ouais. ça va faire favoriser les choses. Ouais. Idéalement, Jean-François, si jamais, dans un monde idéal, on resterait tous chez nous, puis les robots iraient faire la guerre, et puis les robots qui gagnent, ben, ce serait le résultat, et puis nous autres, on serait tranquilles. On arrivera peut-être à ce moment-là, et puis franchement, ce serait aussi bien, parce Ouais. que les gens se font tuer présentement parce que quoi? Parce qu'ils sont utilisés comme des Hmm. instruments pour transporter l'armement à l'ennemi et l'attaquer. Ouais. Ça a toujours été, là. Ouais. La discipline militaire, la drill, tout ça, c'est visé à transformer les humains en instruments au service des avantages d'un État. Bien, ça, si on peut avoir des robots, bien, tant mieux. Ouais. Jean, c'est des nouvelles technologies. Comment le prétexte des technologies militaires en matière de guerre pourrait-elle se superposer ou être utile ou encore s'intégrer dans la vie de tous les jours pour monsieur, madame, tout le monde? Je donne un exemple, Jean, pour vulgariser encore plus ma question. On a la F1, puis souvent les technologies qu'on utilise en F1, on va les réutiliser. La recherche et développement, les technologies qu'on va utiliser en F1, on va être capable de les réutiliser puis les adapter pour les intégrer dans nos voitures d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des liens qu'on peut faire avec ce qui se passe présentement sur le champ de la guerre, les technologies qu'on utilise? On parle de drones, on parle de robots militaires, on parle de toutes ces choses-là que l'Ukraine, la Russie, Israël, Hamas, par exemple, utilisent. Est-ce qu'on est capable de juxtaposer ou de superposer ces technologies-là et les rendre efficaces ou désirées dans la vie de tous les jours d'un être humain? Ah oui, il y a énormément d'applications éventuelles, là. Toute forme d'environnement qu'on pourrait dire dangereux ou Hmm. problématique, que ce soit des environnements chimiques ou radioactifs, des choses comme ça, des systèmes de surveillance pour des incendies de forêt dans des environnements plus difficiles, des systèmes d'exploitation là où, quand on envoie des humains, ça peut être problématique. Tout ça, toute forme d'application où on demanderait à des machines de faire un rôle essentiellement dangereux dans des environnements plus ou moins chaotiques Mhm. vont bénéficier de ça. OK? Ouais. Alors ça, déjà, c'est tout un champ d'application énorme Ouais. qui va probablement découler de ça. Ouais. En 30 secondes, Jean, quelles sont vos prévisions pour l'avenir? Euh, je pense, moi, que dans les années qui viennent, il va y avoir une immense quantité de recherche et d'incentives de recherche pour développer Hmm. une robotique, des processus d'apprentissage très avancés qui sont radicalement différents de ChatGPT, qui sont légers. Et ça va nous mener à une situation où on va interagir de plus en plus intimement avec des systèmes qui ont une conscience de soi. Parce que c'est ça, l'environnement militaire, là, Hmm. ça développe ça. Ouais. Des systèmes qui ont une connaissance de leur propre existence pour la protéger et qui collaborent. Et ces capacités-là vont éventuellement se transmettre dans une robotique qui va être de plus en plus généralisée. Ouais. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été avec nous ce soir. On apprécie grandement euh, votre savoir en matière d'armement et tout ça pour pouvoir nous éduquer un peu plus avec ce qui se passe dans les guerres qui sont quand même des grandes guerres. On parle de Russie, Ukraine, puis on parle d'Israël, puis le Hamas. C'est vraiment apprécié. Merci, Jean. Ça me fait plaisir, Jean-François.
Bonne fin de soirée. Quand on regarde le monde dans lequel nous sommes, on pourrait tenter à dire « Wow, on vit dans un monde vraiment de fou ». La guerre, la perte de nos valeurs, le wokisme, le changement de sexe, l'euthanasie, l'avortement, le mensonge, la perte grandissante de nos libertés. Hein? On vient de l'entendre avec Myriam qui nous en a vraiment fait la nomenclature avec la décision. Imaginez, décision rendue à peine 24 heures après son procès d'hier et puis on dit que c'est... il n'y a pas de dossier. Le dossier est fermé. C'est assez pour perdre notre paix puis remplacer notre paix par une forme d'anxiété. Hein? On le voit de plus en plus, notre société est rendue anxiogène de plus en plus. Les gens sont sur des dépresseurs, les gens se posent des questions, les gens voient qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre société. Et savez-vous quoi? C'est vrai. C'est pour cette raison que notre paix ne devrait pas être circonstancielle. Elle ne doit pas dépendre de notre compte de banque, sur notre conjoint, notre conjointe, notre carrière, notre profession, notre travail. Elle ne devrait pas dépendre sur nos enfants. Elle ne devrait pas être émotionnelle. Notre paix ne devrait pas être circonstancielle, mais elle doit être immatérielle. Vous savez, ça existe une paix immatérielle. Cette paix-là, immatérielle, elle porte un nom et elle a un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. On est capable d'avoir une paix qui n'est pas circonstancielle lorsqu'elle est reposée en Jésus-Christ. Vous savez, Jean 14, 27 va nous dire « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craignez point. » Et je pense que c'est important de retrouver notre paix dans quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Et ce plus grand que nous-mêmes-là a un nom. Il a créé le ciel, la terre. Il est l'auteur de nos propres vies et son nom, c'est Jésus-Christ. Et je pense que si on met notre foi en lui, on est capable d'aller chercher une paix qui n'est pas circonstancielle et qui est immatérielle et qui est sur une personne, l'auteur de notre univers.